Cette Bonsoir, conférence va maintenant être enregistrée. c'est parfait. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, de vous présenter tous mes vœux pour 2022, en espérant, mais je l'avais déjà un peu dit l'année dernière, qu'elle se termine mieux qu'elle ne commence, pour des raisons que vous comprendrez aisément. Je suis très heureux d'intervenir à la demande de l'Association départementale des maires, donc pour vous présenter sur une durée prévue pour 2 heures une partie, pas tout, mais les principales dispositions de la loi de finances pour 2022 qui intéressent les communes de Pyrénées-Atlantiques, ce qui signifie très clairement que nous ne traiterons pas tout puisqu'il y a des dispositions qui en fait concernent soit les départements, soit les régions, soit des communes qui ne figurent pas ou au titre desquelles ne figure aucune commune des Pyrénées-Atlantiques. Et je vais m'efforcer d'être aussi clair que possible sur une matière qui, comme vous le savez, s'agissant de finances locales, présente parfois le handicap de sembler au départ un peu compliqué. Donc, si vous trouvez que je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Et comme nous l'évoquions avec Ingmar juste avant, n'hésitez pas à poser les questions en cours de route. Nous sommes suffisamment nombreux, mais pas excessivement, donc pour que, je pense, chacun puisse, le cas échéant, utiliser son micro. Donc, si vous avez une question, posez-la oralement. Et puis, dans la mesure du possible, je m'efforcerai bien évidemment soit d'y répondre tout de suite, soit de renvoyer la réponse un peu plus tard, le temps de m'assurer de sa qualité, par l'intermédiaire évidemment de votre association départementale. Pour information, puisque la question a été posée, je confirme donc que le support sera à la disposition de votre association ce soir ou demain et qu'elle vous le répercutera, bien évidemment. Il sera entièrement à votre disposition. J'en profite pour vous indiquer également que nous allons publier vraisemblablement lundi matin sur le site de la direction des études notre publication habituelle que nous appelons le DOB en instantané, le débat d'orientation budgétaire en instantané, qui est un outil que vous pouvez juger utile pour vous permettre de confectionner vous-même votre propre rapport d'orientation budgétaire. C'est un support PowerPoint assorti d'un commentaire écrit qui se veut pédagogique, clair et aussi descriptif que possible. Alors, je vais peut-être passer très rapidement sur les éléments de contexte macroéconomique, mais c'est toujours important quand même de savoir un petit peu où l'on en est d'un certain point de vue, notamment où l'État avait prévu qu'on en est, parce que, comme vous le savez, on est quand même dans des périodes qui sont assez fluctuantes et qui, normalement, auraient dû être assez sécurisées si le variant Omicron ne nous avait pas, d'un certain point de vue, frappé un peu d'étonnement au mois de décembre, ce qui fait qu'une partie des prévisions de l'État sont quand même aujourd'hui un peu hypothétiques. Non pas les prévisions sur 2021, parce que l'année se termine finalement comme on pouvait l'envisager en novembre, avec une croissance supérieure à 6%, qui est donc repartie à la hausse après la grande récession que nous avons connue en 2020, une croissance moyenne des prix en 2021 qui est restée à peu près à hauteur, un petit peu plus sans doute du fait des derniers mois, mais à hauteur de 1,5%. En revanche, et là très clairement, c'est le deuxième élément que nous constatons avec l'incertitude sur la croissance 2022, notamment liée à ce que certains voient déjà comme un ralentissement en janvier à cause évidemment de cette nouvelle vague de la Covid-19 et des contraintes en termes notamment de télétravail. C'est l'incertitude sur l'inflation. L'inflation, certains estimaient, beaucoup même estimaient que ça ne serait en fait qu'un mauvais moment à passer et que la croissance économique ayant ensuite retrouvé son rythme normal, les choses allaient s'atténuer en 2022. Ce que nous constatons, c'est quand même pas tout à fait ça. Et notamment, vous l'avez vécu vraisemblablement déjà dans vos communes, la hausse des prix de l'énergie qui a succédé à la hausse et aux difficultés éventuellement des matières premières sur vos chantiers de travaux publics ou de bâtiments, et qui vient en plus s'ajouter aux revalorisations de la masse salariale prévues pour 2022, rend effectivement la préparation des budgets 2022 un petit peu compliquée. Au regard de ces éléments, un troisième élément qui vient s'ajouter et qui est un peu corrélé aux deux précédents, c'est la lente remontée, je dis la très lente remontée des taux d'intérêt, mais quand même le frémissement à la hausse des taux d'intérêt, surtout des taux d'intérêt longs d'ailleurs,
Les taux d'intérêt courts restent toujours tout à fait maîtrisés parce qu'il n'y a pas à court terme véritablement de risque de démarrage brutal de la croissance. Mais en revanche, très clairement, les anticipations d'inflation pour plus tard montrent bien que les banques centrales, même si la Banque centrale européenne continue aujourd'hui sa politique de facilité monétaire, eh bien, ces incertitudes commencent à peser un petit peu sur les emprunts à long terme. Notamment, vous le voyez, les emprunts français sont remontés au-dessus de zéro depuis quelques mois. Et ceci a évidemment un effet indirect, mais très très long et très progressif sur le niveau des prêts consentis ou proposés aux emprunteurs publics. Et puis le dernier élément, c'est évidemment l'élément portant sur la réduction progressive du déficit public, puisque vous voyez sur ce graphique la courbe réelle du déficit des administrations publiques françaises avec le grand creux de 2008-2009 lié à la crise précédente et puis le nouveau grand creux constaté depuis 2020 avec une récession historique et un redémarrage progressif, une amélioration progressive de la situation, mais qui nous laisse quand même en 2022 très loin de l'équilibre ou en tout cas des 0,5% de PIB qui serait normalement l'objectif au regard des traités européens, qui nous laisse même en deçà des 3% historiques du traité de Maastricht. Et en face de ces éléments, évidemment, l'une des questions qu'on se pose, mais auxquelles on n'a pas aujourd'hui de réponse, c'est quelle modalité, en fait, l'État retiendra-t-il pour redresser les finances publiques à partir de 2023, notamment si la contrainte européenne retrouve toute la vigueur qui était la sienne auparavant. Est-ce qu'il portera l'effort essentiellement sur ses propres finances ou bien est-ce qu'il le fera partager avec d'autres? Et au regard de ça, la courbe bleue vous montre en fait ce qu'est l'évolution de l'endettement d'une année sur l'autre des administrations publiques locales, les APUL. Vous voyez qu'on reste quand même à des niveaux qui sont des niveaux extrêmement faibles, ce qui montre bien et c'est un des langages qu'on entend, que les collectivités locales ne sont pour rien, bien sûr, dans le creusement du déficit, mais d'un autre côté, il est vrai aussi que les trois types d'administration publique sont évidemment étroitement liés les unes aux autres et qu'il n'est pas illégitime que l'État s'interroge sur un partage des efforts, même si on peut rappeler, notamment sur la période 2014-2017, que quand il s'est agi de baisser la DGF, le résultat a été au rendez-vous, mais quand il s'est agi de faire des efforts au budget de l'État, là, les résultats ont été un petit peu moins concrets. Alors, au regard de ça, quelles sont les perspectives en matière de finances locales? Je vais vous renvoyer de façon très brève à la note de conjoncture que nous avions publiée fin 2021, au mois d'octobre précisément, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Notre sentiment, c'était celui, je dirais presque d'un mouvement de trampoline, c'est-à-dire qu'après une année 2020, évidemment marquée par la Covid-19, mais peut-être un peu moins marquée qu'on ne pouvait le craindre au printemps, eh bien, l'année 2021 se traduit très clairement par un rattrapage sur les recettes de fonctionnement qui avaient chuté notamment sous certains angles et notamment, vous le savez, sous l'angle des recettes de services principalement, mais aussi dans certains cas sous l'angle des recettes touristiques, et cela concerne bien évidemment une partie des communes des Pyrénées-Atlantiques, soit celles qui sont sur le littoral, soit celles qui sont davantage sur la chaîne des Pyrénées. Et les recettes de fonctionnement connaissent donc ce rattrapage, confirmé par ailleurs par une deuxième année tout à fait stupéfiante en matière de produits des droits de mutation à titre onéreux, comme vraisemblablement, vous l'avez aussi constaté, à la fois du fait de l'attirance d'une partie des habitants des métropoles pour des territoires plus éloignés, et puis du fait de l'attractivité de territoires touristiques comme celui dans lequel vous vivez, et qui, contrairement à d'autres départements, je pense aux Alpes-Maritimes, a gardé tout son attrait. Et puis, parallèlement à un rattrapage des dépenses de fonctionnement, après une stabilité, une quasi-stabilité en 2020, contrastée du fait en contrepartie des dépenses supplémentaires liées à la Covid-19, qu'il s'agisse notamment dans les communes de soutien au tissu associatif local ou de mesures de protection sanitaire, eh bien, on a vu en face le report d'un certain nombre de dépenses, notamment
au premier trimestre, au deuxième trimestre pendant la période de confinement, sans oublier évidemment le fait que le calendrier électoral ayant été décalé, c'est aussi traduit par une sorte de plus grande stabilité dans l'exécution des budgets communaux, ce qu'on retrouve également au niveau des dépenses d'investissement, puisque si nous nous attendions à une chute, et elle s'est produite en 2020, peut-être de façon plus affirmée d'ailleurs dans le bloc communal, à cause du décalage du calendrier électoral, elle a été moins marquée dans les grandes collectivités territoriales et surtout ce qu'on constate en 2021, c'est la perspective d'une reprise de l'investissement relativement rapide, ce qui là en revanche est assez atypique puisque c'est assez rare lors d'une année immédiatement post-électorale. Tout ceci se traduisant vraisemblablement par une poursuite légère de l'endettement des collectivités locales qui reste, je le répète quand même, à un niveau extrêmement bien maîtrisé, comme le montrent d'ailleurs les deux cartes que je vais vous présenter ici et qui synthétisent, ne peut pas être très détaillée, l'analyse des finances locales des communes de Pyrénées-Atlantiques à la fin de l'année 2020. Donc, à gauche, l'évolution de l'autofinancement. Vous voyez en rouge les communes dont l'épargne brute a diminué entre 2019 et 2020 et on y retrouve en grande partie évidemment les stations de montagne, mais aussi un certain nombre de communes, et pas nécessairement uniquement rurales, où l'autofinancement a augmenté parce que ce sont des communes où la sensibilité des recettes à la crise sanitaire était relativement faible, alors que dans le même temps, une partie de leurs dépenses n'ont pas été exécutées de façon classique. Ce qui nous met, c'est la carte de droite, dans une situation finalement, quand on l'observe de loin, extrêmement satisfaisante en termes de solvabilité financière. Sur le seul indicateur qu'est le délai de désendettement, vous le connaissez, c'est le ratio entre l'encours de dette et l'épargne brute d'une année, délai de désendettement dont l'État considère qu'au-delà de 12 ans pour les communes, il devient préoccupant. Eh bien ici, vous avez sur cette carte, sauf pour les communes qui sont en rouge ou en noir, la situation de toutes les communes qui sont en dessous de 8 ans, les communes en jaune étant celles de 8 à 11 ans, et toutes les communes en vert, vert clair, vert foncé, vert un peu plus pâle, étant en dessous des 8 ans. Ceci nous montre très clairement que l'année Covid a été effectivement difficile à vivre pour tout le monde, et y compris aussi, bien évidemment, pour vous-même et pour vos administrations locales, mais que financièrement, en tout cas, c'est le regard que nous avons, elle ne s'est pas traduite finalement par une dégradation très prononcée des situations. Et si 2021 est au rendez-vous comme nous le pensions il y a quelques mois, eh bien, on verra vraisemblablement aussi cette réalité qu'est la capacité de rebond des collectivités territoriales. Alors, je vais en venir maintenant directement, effectivement, à la loi de finances pour 2022, autour de 8 grands thèmes que je vais traiter de façon plus ou moins approfondie. Certains qui portent sur la fiscalité, d'autres qui portent, ce sont davantage des mesures un peu de détail sur les relations financières avec votre EPCI ou bien sur la responsabilité du comptable public, mais je pense que la partie qui vous intéressera le plus, c'est peut-être la troisième, c'est-à-dire notamment comment vont évoluer les dotations et puis à la fois en 2022 et surtout comment elles seraient susceptibles d'évoluer pour vous progressivement entre 2023 et 2028 autour d'un élément qui est un élément tout à fait significatif, qui est la réforme, en fait, la révision des logiques portant sur les indicateurs de ressources et aussi sur l'effort fiscal. Sur la taxe d'habitation, je vais vous citer deux points essentiels, en fait, dont un vous concerne particulièrement, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu, puisque les premiers éléments d'information ont dû arriver peut-être dans vos communes aujourd'hui ou arriveront demain, c'est la révision des références qui ont servi de calcul pour le coefficient correcteur. Vous vous rappelez que l'année dernière, la loi vous a transféré le taux départemental du foncier bâti et qui vous a donc amené à redéfinir la lecture d'un nouvel état 1259, l'état qui vous aide à voter les taux de fiscalité, sur la base de la suppression
de la taxe d'habitation sur les résidences principales et en revanche du transfert corrélatif de ce qui était jusque-là le produit départemental de foncier bâti et qui vous a été attribué, je le répète, sous l'angle d'une adjonction du taux départemental à ce qu'était le taux communal que vous pratiquiez jusqu'en 2020. Vous savez aussi que pour des raisons d'équilibre global du système, l'État a mis en place un coefficient correcteur qui évite que vous soyez gagnant ou perdant à la réforme et qui aboutit à redistribuer en fait d'une partie des communes vers une autre partie des communes, tout ou partie, plutôt partie d'ailleurs, tout ça n'arrive pas, de l'impôt payé par les contribuables au foncier bâti. Si vous avez un coefficient correcteur inférieur à 1, cela signifie que l'État conserve en quelque sorte une partie du foncier bâti payé par vos contribuables et redistribue ce qu'il a conservé aux communes dont le COCO est supérieur à 1. Ceci, nous avions eu l'occasion d'en parler déjà, c'est un système qui est un peu compliqué, mais c'est un système, je crois, que beaucoup se sont efforcés d'expliquer, notamment, bien évidemment, votre direction départementale des finances publiques. Pour autant, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de petites difficultés. La première, c'est qu'à cause de la Covid-19, les DDFiP n'ont pas été en situation de pouvoir travailler dans les conditions habituelles au printemps de l'année 2021, au printemps de l'année 2020, pardon. Ce qui veut dire que le calcul des produits perdus au titre de la taxe d'habitation, puisque c'est sur cette base-là que s'est fait le calcul du coefficient correcteur, eh bien ce calcul a abouti parfois à des résultats sous-évalués. Ce ne serait pas grave si les rôles supplémentaires correspondants étaient intégrés dans les bases qui auraient dû être établies à l'époque, mais ça n'est pas ce que prévoyait la loi, puisque la loi prévoyait que les rôles supplémentaires seraient en fait mélangés aux rôles supplémentaires des 2 années précédentes et pris en compte de façon moyenne. Or, dans la mesure où les rôles supplémentaires 2020 pouvaient être dans certains cas beaucoup plus importants que d'habitude, cela faussait évidemment la lecture des choses. Ce que la loi de finances a fait, c'est qu'elle a donc rectifié le tir sur ce plan en assimilant en quelque sorte les rôles supplémentaires émis au titre de l'ATH sur les résidences principales jusqu'au 15 novembre dernier à des bases 2020 qui auraient été établies de façon classique, c'est-à-dire des bases prévisionnelles qui vous ont été envoyées à ce moment-là, et en contrepartie, bien évidemment, pour éviter de les compter 2 fois, ces rôles supplémentaires ne seront pas intégrés dans le calcul de ma fameuse moyenne triennale dont je parlais à l'instant. Donc c'est un élément qui est évidemment très positif pour les communes, de même que est également très positif le traitement de certaines situations locales tout à fait atypiques par lesquelles le calendrier de travail des DFiP ou bien la situation simplement locale dans des territoires a pu conduire à ce que des bases soient non comptabilisées à l'origine et qu'il y ait des rectifications de foncier bâti par le biais de rôles supplémentaires émis au profit du département. Or, vous savez là aussi que la règle du jeu prévoyait qu'on considère comme pérenne la moyenne des rôles supplémentaires de foncier bâti émis pour le compte du département sur les 3 années 2018 à 2020. Mais dans certains cas, les rôles supplémentaires sont tellement importants que les pérenniser aboutirait en fait à attribuer aux communes une richesse qui n'existe pas. Et donc, ce système a été abandonné. Et pour éviter des difficultés particulières de traitement, la loi de finances considère tout simplement qu'on ne prend plus en compte les rôles supplémentaires de foncier bâti qui avaient été émis entre 2018 et 2020. Donc, deuxième aspect positif pour les communes, et ceci se traduit par une révision du coefficient correcteur, aussi d'une fraction de TVA pour votre PCI, bien sûr, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Les COCO définitifs, donc, comme je l'ai indiqué, ont normalement déjà été envoyés. Et s'ils ne l'ont pas été, vous devriez les recevoir dans les jours, ou plus tard, les semaines qui viennent. Il y aura donc aussi, évidemment, un petit supplément de ressources qui vous sera attribué à ce titre-là.
Deuxième élément, alors je vais y passer dessus parce que j'avais prévu en fait de le traiter. Ça concernait les reprises liées à l'augmentation des taux que vous aviez éventuellement enregistrées chez vous entre 2017 et 2019. Hein, vous savez que l'État s'était engagé à compenser à l'euro près, mais sur la base des taux 2017. Ça laisse encore, c'est encore un petit peu en discussion, bien évidemment, mais en tout cas, c'était la position initiale et elle n'a pas changé par rapport à son affirmation de départ. Or, il se trouve que dans certains cas, nous avons des augmentations de taux qui soit ont été contraintes, alors c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que je ne connais pas évidemment la situation détaillée des quelques 500 communes des Pyrénées-Atlantiques, contraintes par exemple si une commune a fait l'objet d'un contrôle budgétaire et que le préfet a décidé d'une augmentation du taux de taxe d'habitation, il est assez légitime qu'on ne vous en fasse pas le reproche. Le deuxième cas de figure qui a été prévu par la loi, mais celui-là ne concerne pas en pratique, d'après mes analyses, les communes des Pyrénées-Atlantiques, c'est le cas où les décisions auraient été en quelque sorte partagées, c'est-à-dire où on verrait une commune avoir augmenté ses taux pendant que le PCI baissait le sien, ou bien à l'inverse, un EPCI avoir augmenté son taux pendant que les communes baissaient le leur. Alors bon, en pratique, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un seul EPCI qui a augmenté ses taux entre 2017 et 2019. Et dans cet EPCI-là, il n'y a pas de mouvement communal général en sens contraire, ce qui fait que le PCI ne pourra pas bénéficier de cette disposition, de même que les quelques 100 communes qui ont augmenté leur taux entre 2017 et 2019 n'ont pas en contrepartie de baisse du taux intercommunal, puisque aucune structure intercommunale n'a, semble-t-il, baissé ses taux. Donc, voilà deux mesures qui sont des mesures un peu marginales, si vous voulez bien, mais qui n'en permettent pas moins de traiter quelques cas particuliers liés à la réforme de la taxe d'habitation. Deuxième type de mesure, alors beaucoup plus significatif, me semble-t-il, au regard de cette réforme, c'est le traitement au moins partiel de la question posée par la réalité actuelle des exonérations sur les logements sociaux. Pourquoi? Parce que d'abord, ces exonérations sont tombées en pratique à des niveaux extrêmement faibles, donc la perte de taxes foncières liée à des exonérations de long terme sur les logements sociaux est considérable, mais que jusqu'en 2020, les communes qui bâtissaient du logement social pouvaient escompter avoir une compensation au titre des habitants, puisqu'elles récupéraient la taxe d'habitation des habitants de logements sociaux. Avec la disparition de la taxe d'habitation, ce dispositif, évidemment, n'est plus possible, et surtout dans la mesure où la compensation de TH a été figée à la situation 2020, et donc où elle n'enregistre aucunement la dynamique démographique qui se constate sur les territoires. Donc, les élus locaux avaient dès l'origine fait savoir que ça posait un problème. Le gouvernement a confié à François Rebsamen le soin d'animer une commission sur les adaptations de la politique du logement, notamment parce que, indépendamment de cette question d'exonération, nous savons qu'il y a un vrai problème permanent, ou en tout cas de long terme, en matière de construction en France. La commission a rendu un certain nombre de conclusions, dont deux en tout cas, à ce titre, ont été adoptées en loi de finances pour 2020. La première, c'est celle qui porte sur les exonérations de longue durée, c'est-à-dire en fait tous les vrais logements sociaux qui bénéficient d'une exonération de foncier bâti de 15, 20, 25, voire 30 ans parfois, et pour lesquels la compensation, comme je le disais, est extrêmement faible. D'abord parce qu'il faut que la perte de recettes soit importante, ensuite parce que le taux de foncier sur lequel la compensation est calculée est le taux de 2000 et de 1991, donc ça fait 31 ans, et entre-temps, le foncier bâti a quand même sérieusement évolué. Et puis, troisièmement, parce qu'en plus, comme ces compensations étaient intégrées dans ce qu'on appelle les variables d'ajustement, celles qui permettent au budget de l'État d'assurer une forme d'équilibre dans l'évolution des dotations qu'il verse aux collectivités locales, eh bien, on était arrivé à ne payer en fait que 7% de ce qu'aurait été la compensation, même avec les deux premières règles, et vous comprenez donc que c'est devenu tout à fait ridicule. Donc, ce qui est prévu dans la loi de finances pour 2022,
c'est en fait une compensation intégrale de la perte de recettes qui viendra s'ajouter aux exonérations existantes pour toutes les constructions qui feront l'objet d'un accord de financement entre l'année dernière et le 30 juin 2026, et ceci pour une durée de 10 ans. Ce qui est donc évidemment un élément tout à fait favorable, hein, puisque, je le répète, le delta entre le niveau de la perte, d'après les dernières statistiques qui doivent dater de 2019, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, et le montant des compensations, on est très très largement en deçà, on doit être à une quinzaine de millions d'euros. Donc il est clair que là, vous avez un véritable effort de l'État qui, évidemment, ne se constatera que progressivement, puisqu'il ne se constatera potentiellement qu'à partir vraisemblablement de 2023, qui sera la première année de réalisation des logements sociaux financés sur la base d'un accord intervenu l'année dernière. Deuxième mesure, elle porte cette fois sur les logements sociaux intermédiaires, ceux qui bénéficient d'un taux réduit de TVA de 10% sur leur construction. Et là, la règle est un peu plus simple, en fait. On supprime carrément l'exonération pour les constructeurs. Donc, la taxe foncière rentrera directement à partir de 2024, puisque ça concerne les constructions achevées à compter du 1er janvier 2023. Elle rentrera directement dans les caisses des collectivités territoriales, mais en contrepartie, et pour maintenir l'équilibre des opérations, les entreprises qui réalisent des logements de ce type bénéficieront d'une créance d'impôt sur les sociétés égale au montant de l'impôt qu'elles auront acquitté, ceci pendant une durée maximale de 20 ans, suivant la nature en fait des opérations. Donc, deux types de mesures portant sur le logement social qui vont véritablement dans le sens, je crois, des demandes qui avaient été celles des élus locaux et qui visent à, sinon à faciliter, du moins à rétablir une appétence réelle pour la construction de logements sociaux. C'est vrai aussi que ça répond d'un certain point de vue aux exigences légales, notamment dans les communes qui sont en dessous, vous le savez, de l'exigence de minimale d'un pourcentage de logements sociaux. Troisième partie consacrée à la fiscalité, ce sont les mesures diverses. Alors, en fait, on a une première mesure, et celle-là, vous allez sans doute la juger comme très positive en tant que maire ou qu'adjoint aux finances, c'est la revalorisation forfaitaire des bases. Et puis, j'évoquerai également quelques éléments complémentaires qui sont utiles dans l'hypothèse où vous souhaiteriez notamment les mettre en place, s'agissant de deux types d'exonération facultatives. Première information, la revalorisation forfaitaire des bases, peut-être l'avez-vous déjà lu d'ailleurs, elle est prévue, elle sera cette année de 3,4% sur le foncier bâti habitat, sur le foncier non bâti et sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, celle qui est maintenue jusqu'à présent. Pourquoi 3,4%? Parce que c'est l'histogramme orange que vous avez sous les yeux. Ça correspond tout simplement à la croissance de la courbe bleue qui représente la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisée entre novembre 2020 et novembre 2021. Et vous voyez qu'alors que cet indice était resté extrêmement stable entre novembre 2019 et novembre 2020, il a au contraire connu une progression assez forte entre 2020 et 2021, notamment depuis le début de l'année 2021. C'est ce qui explique effectivement ce ressaut tout à fait spectaculaire à 3,4%. Je vous rappelle que c'est une croissance, une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives qu'on n'avait pas vue depuis les années 90. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Évidemment, les contribuables au foncier bâti, eux, jugeront peut-être que c'est une augmentation excessive, surtout parce qu'ils auront déjà oublié qu'en 2021, ils n'ont subi qu'une augmentation de 0,2%. Pression fiscale a changé, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose sur quoi, évidemment, en tant qu'élus locaux, vous pouvez compter, mais c'est quelque chose sur quoi il faudra peut-être anticiper, en fait, une démarche explicative au mois d'octobre, lorsque les avis de taxes foncières arriveront, soit dans les boîtes aux lettres pour ceux qui ont conservé le courrier, soit dans les ordinateurs des contribuables pour ceux qui sont passés à l'envoi électronique.
Donc, premier élément finalement assez satisfaisant en termes d'équilibre des budgets locaux. Deuxième type d'élément, ce sont diverses dispositions complémentaires. Je ne les cite pas toutes, j'ai jugé utile simplement de lister celles qui sont peut-être les plus pertinentes pour vos communes. Ce sont 2 exonérations facultatives que vous pouvez décider, l'une sur les locaux utilisés par la SPA et par les associations similaires, sous condition de prendre une délibération avant le 31 janvier. C'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, et notamment au regard du bien-être animal ou au regard des actions que vous engagez, que vous avez engagées déjà en la matière. La deuxième exonération facultative porte sur les serres de jardins non agricoles pour les propriétaires qui en feraient aménager et qui donc devraient normalement payer, vous le savez, la taxe d'aménagement sur ce type d'équipement. Vous avez la possibilité d'exonérer en fait les serres de jardin. Je rappelle que la taxe d'aménagement est un impôt payé en une fois, hein, au moment de la réalisation des travaux. Eh bien, vous pouvez décider d'exonérer les nouvelles serres de jardin de cette taxe d'aménagement, mais je le répète, sous condition d'un usage privé. 2 autres éléments. Un qui concerne notamment le calcul de la taxe GEMAPI, par exemple, ou de la taxe spéciale d'équipement, et qui traite le cas des communes ou des intercommunalités ou des départements, s'agissant de la TSE, dans lesquels les bases de foncier bâti subiraient une évolution extrêmement importante. Alors, en fait, subiraient une diminution extrêmement importante. Donc, c'est clair que ça concerne surtout les taux appliqués à l'échelle communale ou à l'échelle des petits EPCI, parce que dès qu'on monte en taille, ce genre de catastrophe finalement s'atténue, hein. Mais en revanche, il peut très bien se faire que si jamais une grosse entreprise disparaît, le foncier bâti correspondant disparaît avec elle. Or, la loi prévoyait que pour calculer la répartition de ces impôts entre les 4 taxes locales, foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation sur les résidences secondaires à partir de 2023, et puis cotisation foncière des entreprises, on déduisait ce qui correspondait à l'ancienne part départementale de foncier bâti, dans la mesure où elle a été transférée, elle est donc devenue un impôt local, mais en même temps, le contribuable départemental ne participait pas à ce type de dépenses, à ce type de recettes fiscales plutôt. Et donc, eh bien, pour neutraliser cet effet, pour éviter, si vous voulez, qu'on se retrouve dans une situation où après ne pas avoir payé de la taxe GEMAPI, le contribuable départemental finissait par en payer parce qu'il était devenu communal, eh bien, on avait prévu de neutraliser, en quelque sorte, cette part départementale. Simplement, le problème, c'est qu'on a prévu de la neutraliser de façon définitive et que si jamais les bases de foncier diminuent et explosent à la baisse, en quelque sorte, eh bien, la neutralisation de la part départementale aurait abouti ou aurait pu aboutir au fait de concentrer sur les autres contribuables au foncier bâti le poids de cette baisse, puisqu'il faut bien quand même payer les contributions. Alors, ce qui est prévu, en fait, c'est qu'on va recalculer à chaque fois le montant que cela représente, de façon à pouvoir répartir sur tous les impôts et pas simplement sur l'impôt foncier, dont on verra en fin de soirée qu'il risque d'être déjà pas mal sollicité pour d'autres raisons. Dernier point, c'est l'adaptation de la règle de lien pour les EPCI. Vous savez que l'évolution notamment du taux de cotisation foncière des entreprises, des EPCI, lorsqu'ils sont en fiscalité professionnelle unique, est directement corrélée à l'évolution des taux de taxes foncières, du taux moyen pondéré de foncier bâti ou du taux moyen pondéré des 2 taxes foncières, et que dans les EPCI, cette règle de lien s'applique avec un an de décalage. C'est-à-dire qu'en 2022, par exemple, si un EPCI souhaite augmenter son taux de CFE, il ira regarder ce qu'a été l'évolution des taux de taxes foncières sur son territoire, et pas simplement le sien, sur son territoire entre 2020 et 2021. Or, évidemment, le taux de taxe foncière de ces communes en 2020 était beaucoup plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui, puisqu'entre-temps,
les communes ont récupéré le taux départemental. Donc, ce que dit la loi, en rectifiant quelque chose qui n'était autre qu'un oubli, c'est que pour faire le calcul, on prendra en compte le taux départemental 2020 de foncier bâti comme s'il avait déjà été transféré, alors qu'évidemment, il ne l'avait pas été, c'est-à-dire comme s'il avait déjà été transféré en 2020, ce qui a le mérite évidemment de rendre homogènes les termes de la comparaison. Je ne dis pas que ça s'appliquera en Pyrénées-Atlantiques, je ne sais pas du tout s'il y a des EPCI qui envisagent d'augmenter leur taux, mais en tout cas, la règle maintenant est beaucoup plus claire et beaucoup plus cohérente d'application. Je répète, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous emparer, si je puis dire, de votre micro hein, et à la poser, parce que le site ne me permet pas en fait de voir s'il y a des discussions dans le chat. Je préfère donc, le cas échéant, que vous me coupiez la parole, hein, ça ne me gênera absolument pas, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. Nous avons ensuite, mais ça va aller très vite aussi, examiné la question des relations financières au sein des EPCI, notamment sur deux points particuliers. Le premier et le troisième que vous avez sous les yeux. Et le premier porte en fait sur un élément qui peut devenir d'actualité, c'est la révision des attributions de compensation pour cause de diminution des produits de fiscalité économique de l'EPCI. C'est une disposition qui existe depuis l'origine, puisque à l'époque, on parlait de baisse des bases de taxes professionnelles, mais c'est une disposition qui, évidemment, est devenue en pratique caduque, puisque la taxe professionnelle a disparu. Alors, il reste une mention sur la notion de diminution des bases, mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on va plutôt se préoccuper des ressources, parce que les bases, en fait, vous n'avez que la CFE, qui est un impôt sur lequel on analyse les bases, sur tous les autres impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui fait partie de la contribution économique territoriale, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe sur les surfaces commerciales et la taxe additionnelle aux fonciers non bâtis, eh bien là, nous raisonnons en termes de produits, le taux d'imposition étant fixé par la loi, même si sur la TASCOM, les EPCI ont une capacité d'adaptation limitée. Ce qu'on peut donc prévoir aujourd'hui, c'est que dans l'hypothèse où ces produits-là, ces recettes-là, diminueraient d'une année sur l'autre dans un EPCI, l'EPCI a la possibilité, s'il le souhaite, de diminuer les attributions de compensation au maximum à la hauteur de ses pertes, éventuellement de façon ciblée sur les communes où l'on constate effectivement des pertes, ce qui est assez cohérent finalement avec la logique du transfert de la fiscalité et des attributions de compensation, puisque les attributions de compensation ont été calculées au départ par référence aux produits que les communes percevaient jusque-là. Donc, si le produit qu'elles percevaient et qui est affecté désormais à l'EPCI a baissé, il est assez compréhensible que l'EPCI ait des difficultés à verser cette attribution de compensation. Et puis, dernier élément, l'encadrement des diminutions individuelles qui sera égal au maximum, au montant le plus élevé. Alors, pour ce qui vous concerne, c'est en fait le premier point, de 5% des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou des communes concernées, avec possibilité éventuellement d'étaler cette diminution sur plusieurs années, si vous estimez au sein d'un EPCI que c'est plus juste et en tout cas plus prudent, voire plus supportable pour les communes qui sont concernées. Alors, je répète, hein, c'est un dispositif qu'on attendait en termes de clarification. Rien ne prouve qu'il va s'appliquer beaucoup parce que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, en fait, les baisses pour l'instant de recettes économiques et notamment les baisses de CVAE sont nationalement moins importantes qu'on ne pouvait le craindre à cause de la Covid-19. On a une baisse moyenne en France qui est à peine supérieure à 5%, après une diminution plus faible encore en 2021. Évidemment, tout dépend de la localisation de ces pertes et il y a des territoires qui vraisemblablement seront plus impactés que d'autres, mais je le répète, c'est une disposition qui est une disposition de clarification
rien ne dit, évidemment, d'abord qu'elles doivent être mises en œuvre, et ensuite, rien ne dit qu'elle le sera réellement, notamment parce que, quelque part, une partie des EPCI ont reconstitué des marges d'équilibre de leurs ressources en utilisant en 2021, de façon parfois assez importante, le levier fiscal. Le deuxième élément porte sur une petite précision de texte pour les EPCI qui sont tenus d'avoir une dotation de solidarité communautaire, c'est-à-dire ceux qui sont en contrat de ville et qui n'ont pas de pacte financier et fiscal. Donc, en l'occurrence, dans les Pyrénées-Atlantiques, je ne sais pas s'il y a des EPCI qui sont concernés. Le texte est simplement un texte de précision, notamment par rapport à la prise en compte des effets de la réduction des locaux, de la valeur locative des locaux industriels, dans le cadre de ce que l'État avait décidé l'année dernière pour diminuer ce qu'il appelle les impôts de production. C'est simplement la mention que dans l'analyse en fait de l'assiette du montant de la dotation de solidarité communautaire, il faut tenir compte évidemment des compensations qui sont versées par l'État. Et le troisième élément significatif dans ces relations entre les communes et les collectivités et les intercommunalités, c'est le fait que le partage de la taxe d'aménagement communal devient obligatoire vers les EPCI. Vous savez que les EPCI avaient déjà l'obligation de partager avec les communes la taxe d'aménagement intercommunal quand ils l'avaient instituée. Eh bien, le partage de la taxe d'aménagement communal vers l'EPCI devient également obligatoire, mais dans le cadre d'un calcul qui aujourd'hui n'est pas très clair. D'abord parce que la référence au calcul parle des équipements publics, donc relevant des compétences des uns et des autres, mais qui ont un lien avec la taxe d'aménagement. Or, la taxe d'aménagement est une taxe continue, donc il n'y a pas nécessairement de logique par exemple, de zones d'aménagement ou de programmes d'aménagement d'ensemble. Et deuxièmement, parce que le code de l'urbanisme n'a pas été modifié sur l'exigence des délibérations concordantes, ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas de délibération concordante, on ne sait pas très bien comment l'obligation pourra être respectée. C'est sans doute un point qui fera l'objet d'une clarification un peu plus tard, quand on se rendra compte concrètement de la difficulté à le mettre en place. Je vous demande 15 secondes. Je reprends, excusez-moi. Les avantages et parfois les inconvénients du télétravail. Alors, si je continue, autre point qui a été finalement qui est passé assez facilement, mais qui devrait quand même être, me semble-t-il, discuté dans les mois et les années qui viennent, c'est le changement de régime de la responsabilité des gestionnaires publics et l'unification en fait du régime entre les comptables publics et les ordonnateurs parmi lesquels on ne trouve pas, je vous le rappelle, les élus locaux. Jusqu'à présent, les ordonnateurs étaient responsables devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc, en fait, les ordonnateurs, c'est essentiellement les fonctionnaires de l'État, mais aussi, le cas échéant, fonctionnaires hospitaliers ou fonctionnaires territoriaux. Eh bien, cette responsabilité spécifique des ordonnateurs, à laquelle faisait pendant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, c'est-à-dire qu'en fait, ils assuraient sur leur propre denier les responsabilités correspondant à des erreurs dans la tenue de leurs comptes, et par exemple à des paiements irréguliers pour cause de délibération non exécutoire ou pour cause de mauvaise auteur d'une délibération, eh bien, ces deux régimes vont être fusionnés en un seul, suivant une ordonnance qui devrait être adoptée avant le 30 juin de cette année, pour une mise en place l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, d'un régime qui sera ce qu'on appelle un régime de faute grave, ayant, vous le voyez, occasionné ce que la loi appelle un préjudice financier significatif, c'est-à-dire une perte réelle d'argent pour la collectivité concernée, que ce soit l'État, que ce soit l'établissement hospitalier, que ce soit la collectivité territoriale. Ça ne fait en fait d'un certain point de vue que transposer l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour des comptes et du Conseil d'État sur ce qu'est la notion de préjudice financier, mais ça met évidemment en cause
trois éléments. Premier élément, c'est la disparition, la modification du dispositif de jugement. On n'aura plus une cour de discipline budgétaire et financière, on aura une structure un peu particulière dans laquelle la Cour des comptes sera évidemment majoritaire. C'est donc le rôle juridictionnel des chambres régionales des comptes qui disparaît. Et donc, c'est le statut de magistrat des conseillers de chambre qui potentiellement est appelé à évoluer. Et c'est du coup derrière une interrogation sur l'évolution du rôle des chambres régionales des comptes, parce que si elles n'ont plus à juger les comptables, eh bien, elles ont vraisemblablement d'autres choses à faire. Et ces autres choses pourraient, par exemple, aller dans le sens d'un développement de la certification des comptes. Et puis, dernièrement, mais peut-être à beaucoup plus long terme, c'est la mise en cause, même si le contraire est ici très clairement affirmé, du principe de séparation ordonnateur-comptable que certains voudraient effectivement voir cesser, mais une telle rupture avec nos traditions représenterait évidemment, implique évidemment le traitement d'un certain nombre de questions tout à fait importantes, celui précisément de la qualité comptable, celui aussi, disons-le, au sein des collectivités publiques, de la relation hiérarchique entre l'élu et entre le politique et le fonctionnaire, si je puis dire, et tant que ces questions ne seront pas traitées, évidemment, on ne peut pas imaginer pour l'instant de mettre fin à la séparation ordonnateur-comptable que nous connaissons depuis très longtemps. Je vais vous parler un petit peu des dotations d'investissement pour vous informer d'un élément qui me paraît assez significatif en termes d'accélération du processus. C'est la généralisation d'exigences vis-à-vis des préfets et à la fois en termes de décision et en matière d'information. Et puis, je parlerai très brièvement du FCTVA. Sur les mesures d'information, ce qui est prévu, c'est donc de demander à partir de 2023 une accélération du processus de décision, puisque vous le voyez, on va demander au préfet, que ce soit le préfet de département ou le préfet de région pour la DSIL, de notifier au moins 80% des crédits de l'année avant le 30 juin, de façon à pouvoir, dans un deuxième temps, informer publiquement tous ceux qui le souhaitent de la liste des opérations subventionnées et du montant des subventions accordées par l'État, donc d'avoir une analyse à la fois des thématiques retenues et de l'effet de levier des dispositifs étatiques. Avec une publication complémentaire, le cas échéant, puisque si tout n'a pas été affecté avant le 30 juin, l'enveloppe est toujours à disposition du préfet et peut donc faire l'objet d'attributions complémentaires. Et tout ceci, je le répète, sous forme d'une information donc informatique par définition, mais permettant un traitement facile des choses pour éviter aux lecteurs, aux observateurs, aux analystes, aux critiques, en fait, de passer du temps à casser des fichiers qui sont uniquement des fichiers de lecture pour pouvoir en faire un traitement sous toutes les formes possibles, par cumul, par commune, par cumul, par thématique, par cumul, par taux de subvention, par cumul, par tout ce que vous voudrez, comme l'État d'ailleurs le fait aujourd'hui au niveau de la DGCL sur la DSIL exceptionnelle par exemple, mais là on aura un systématisme des informations et s'agissant par exemple de la DETR, c'est quelque chose qui me paraît assez significatif. Deuxième mesure portant sur le FCTVA, au-delà de la rectification d'erreurs matérielles qui est à l'article 40 et qui n'a donc aucun changement dans les faits sur ce qui se passe, c'est un petit élément qui peut vous intéresser, la réintégration dans les dépenses prises en compte des dépenses relatives à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre. Donc ça, c'est quelque chose qui était réclamé par les élus communaux et intercommunaux. Et l'État donne donc satisfaction à cette requête. Le décret, l'arrêté du 17 décembre 2021, par ailleurs, adapte en fait la liste des comptes à l'évolution des nomenclatures. Vous savez par exemple sans doute qu'il est ouvert à partir de 2022 une nomenclature M57 abrégée qui est utilisable par les petites communes qui souhaitent passer en M57 avant l'obligation théorique de 2024.
Et par définition, ces comptes étant plus simples que les comptes de la nomenclature M57, il était nécessaire d'en lister ceux qui bénéficient de l'automatisation du FCTVA. Je vous rappelle, c'est mon dernier point, qu'effectivement, le FCTVA est calculé de façon automatisée pour la deuxième année en 2022, et donc que cette automatisation concernera les 3/4 des collectivités locales, ne resteront en retard en quelque sorte que les communes, départements et régions qui se le verront appliquer en 2023 parce qu'elles sont toujours sur un décalage de 2 ans par rapport à la prise en compte de leurs dépenses. Et ce sont toutes celles qui, en 2008 ou en 2009, n'avaient pas pu en fait adhérer au plan de relance sur l'investissement que l'État avait proposé à l'époque. Voilà les premières parties les plus importantes. Je termine simplement, avant peut-être de respirer 30 secondes, sur la taxe d'apprentissage et en tout cas le financement par le CNFPT, par le Centre national de la fonction publique territoriale, des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et versés au centre de formation d'apprentis. Donc le CNFPT prendra intégralement en charge ces frais de formation. Il en avait pris l'année dernière en charge une partie et cette prise en charge intégrale sera financée par le biais d'une majoration de la cotisation au CNFPT dans la limite de 0,1. Donc, on peut éventuellement imaginer que le CNFPT remonte à 1%. Vous savez, c'était le taux qui était appliqué il y a une petite dizaine d'années. Le 0,1% correspondant étant suivi et les dépenses étant également suivies sur un budget annexe, sur un compte à part, de façon à vérifier que le 0,1 ne sert pas à autre chose qu'aux frais de formation. Pardonnez-moi, des frais de formation des apprentis en question. Alors, le 0,1 s'applique, lui, en revanche, évidemment, sur la masse salariale totale des collectivités concernées, qu'elles aient des apprentis ou pas. Par voie de conséquence, vous comprenez bien, n'hésitez pas à utiliser cette ressource. Vous savez notamment qu'on a à certains niveaux, que ce soit dans les classes des lycées professionnels ou des lycées généraux, que ce soit éventuellement à l'université, ou pas nécessairement sur les filières longues, mais par exemple aussi sur des filières de DUT, on a des vraies possibilités d'apprentissage et parfois une vraie qualité des apprentis qui sont employés. Et ça constitue évidemment un renfort en termes de moyens humains et d'intelligence qui est tout à fait précieux. Voilà, je vais peut-être refaire un tour quand même parmi notre trentaine de participants pour être sûr que sur ces éléments-là, personne n'a de questions concrètes. N'hésitez pas, je le répète, à ouvrir votre micro si c'est le cas et à poser votre question oralement. Mais je ne vois personne et je parle sous le contrôle notamment d'Ingmar. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Personne apparemment ne… Pour le moment, il n'y a pas de questions sur le… Samia, voilà, c'est ce que vous me confirmez aussi, Samia. Donc, j'entame, après m'être juste désaltéré 10 secondes, la deuxième partie. Et la deuxième heure en même temps de notre webinaire. Alors, deuxième partie, je ne vais pas revenir sur les montants qui sont ceux que l'État considère comme étant le total de ses concours financiers aux collectivités territoriales et qui représentent aujourd'hui à peu près 140 milliards d'euros, il faut bien dire, ce qui est considérable au regard de la masse totale des recettes locales, puisque c'est plus de la moitié, même si on peut évidemment discuter parfois la façon dont l'État regarde ces choses-là, et notamment en considérant que la fiscalité transférée depuis la décentralisation est un concours de sa part, alors que c'est un outil d'équilibre qui a été posé, peut-être pas une fois pour toutes, mais en tout cas qui a été posé à l'époque. En revanche, je vais m'intéresser surtout, d'abord dans un premier temps, au fonctionnement de la DGF, et notamment de la DGF en 2022. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai, et c'est un peu moins significatif, mais quand même dans les Pyrénées-Atlantiques, puisqu'il y a une commune sur 10 qui est concernée par l'évolution de la dotation biodiversité. Et puis après cela, eh bien, nous apprécierons
la révision des indicateurs dont j'ai parlé en introduction. Alors, premier point, comment fonctionne la DGF? Il faut que vous vous rappeliez bien que, à l'origine, la DGF évoluait tous les ans par partage de la croissance économique. C'est-à-dire que l'État, tous les ans, augmentait l'enveloppe de la DGF au prorata, au rythme de la croissance économique, puis au rythme d'une partie de la croissance économique, mais en tout cas, jusqu'à la fin des années 2000, il y avait en permanence un abondement de la dotation globale de fonctionnement sur le budget de l'État, disons sur les ressources supplémentaires de l'État. Ce dispositif a pris fin au début des années 2010, à la fois parce que, d'abord, dans un premier temps, il a fallu tenir compte des difficultés financières de l'État, et puis dans un deuxième temps, parce que tout simplement, la DGF, loin d'augmenter, a diminué. Vous vous en souvenez, hein, c'est la fameuse période 2014-2017 où globalement, la DGF a baissé de 11,5 milliards d'euros, ce qui est quand même effectivement un montant assez considérable. Mais surtout, ce qui s'est passé en même temps aussi, c'est que la deuxième méthode d'alimentation de la DGF, qui était une augmentation annuelle de son volume avant 2014, financée par les variables d'ajustement, fonctionnait à peu près, sauf que, évidemment, ça revenait quand même à faire payer la DGF des communes, des intercos, des régions et des départements par les communes, les intercos, les départements et les régions. Simplement, on prenait sous une autre forme, on prenait dans d'autres enveloppes. Depuis 2018, en fait, la DGF s'auto-alimente. Et comme elle n'augmente plus, ça signifie que s'il y a à l'intérieur de la DGF des enveloppes qui augmentent, il faut forcément que d'autres diminuent. C'est exactement ce qui se passe depuis 2018 et c'est ce qui va se passer en 2022. Alors, quels sont les éléments qui font augmenter la DGF? Ou plutôt, quels sont les éléments qui font augmenter une partie de la DGF? Vous avez d'abord les dotations de péréquation. La dotation de solidarité urbaine, la loi de finances prévoit qu'elle va augmenter d'au moins 95 millions d'euros. La dotation de solidarité rurale augmentera elle aussi d'au moins 95 millions d'euros. Le comité des finances locales, le CFL, ayant la capacité, s'il le souhaite, d'aller au-delà, ce qu'en pratique, il ne fait jamais. Mais il n'y a pas que ces deux dotations qui vont augmenter. La dotation forfaitaire aussi, spontanément, augmenterait du fait de la croissance de la population. Puisque vous savez que dans vos dotations, vous percevez ce qu'on appelle la dotation forfaitaire, qui évolue tous les ans, en partie, grâce à la croissance de votre population. Si votre population augmente d'une année sur l'autre, vous touchez un peu plus. Si votre population baisse d'une année sur l'autre, vous touchez un peu moins. Et puis, vous avez un troisième. Donc, vous voyez l'estimation ici du coût de la démographie, en quelque sorte, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. S'ajoute à cela l'engagement pris dans la loi de 2019 qui a réformé la dotation d'intercommunalité d'une croissance annuelle de 30 millions d'euros de la dite dotation d'intercommunalité. Les 30 millions seront peut-être un petit peu plus d'ailleurs en 2022 pour des raisons techniques de mise en place du nouveau potentiel fiscal intercommunal. Et puis s'ajoute à ça 4,3 millions qui ont été décidés par l'Assemblée nationale sur la dotation biodiversité pour étendre le bénéfice de cette dotation à davantage de communes situées partiellement en zone Natura 2000. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc au total, 255 millions de plus à trouver et qui vont être financés dans la DGF elle-même sur deux composantes. Donc vous voyez bien qu'on a une logique de vase communicant. La dotation forfaitaire des communes qui devrait contribuer à hauteur d'environ 60% à ces 255 millions et la dotation de compensation des EPCI qui pourrait contribuer, si le CFL maintient les modes de répartition qu'il utilise depuis 7 ans, à hauteur de 40%.
Si, je le répète, hein, le comité des finances locales maintient cette clé de répartition, nous le saurons au mois de février, mais c'est ce qu'on observe de façon à peu près continue. Alors, pour les EPCI, ça se traduirait dans ce cas-là par une baisse de leur dotation de compensation d'un peu plus de 2%. Et pour les communes, le système est différent parce que tout le monde ne paye pas. Ne payent que les communes dont le potentiel fiscal par habitant est au moins égal à un certain pourcentage de la moyenne. Le pourcentage en question, c'était 0,75 fois en 2021 et c'est passé cette année à 0,85 fois. Ça veut dire que le seuil pour être prélevé augmente et que, par voie de conséquence, vous le comprenez, il y a moins de communes qui seront prélevées. Alors, ceci a des effets qui sont des effets tout à fait significatifs. Nous avons estimé les conséquences de cette modification sur la dotation 2021. Dans la colonne du milieu, vous avez les éléments relatifs à l'application de la règle telle qu'elle a eu lieu, avec, vous le voyez, un seuil de contributivité de 491 € par habitant, 21 000 communes concernées sur un peu moins de 36 000, donc c'est pas mal, c'est largement plus de la moitié, dont un certain nombre de communes qui sont en fait en réalité non concernées, soit parce que ce sont des communes nouvelles qui sont protégées pendant 3 ans, soit parce que ce sont des communes dont la dotation est nulle et à qui, par voie de conséquence, on ne peut évidemment pas prendre un sou. Et vous avez du coup un peu moins de 21 000 communes qui sont réellement écrêtées, dont 1 600 ne payent pas la totalité de ce qu'elles devraient parce qu'elles voient le montant qu'on leur demande plafonné, soit par rapport à leurs recettes réelles de fonctionnement, c'est 1% au maximum des recettes de l'année N-2, soit par rapport à leur dotation, puisque, je le répète, quand on atteint le montant de la dotation, on ne peut rien prendre de plus. Vous voyez sur la colonne de droite les effets de la règle nouvelle appliquée en 2021. Le seuil de contributivité remonte, et remonte de façon assez sensible. Le nombre de communes concernées, du coup, diminue lui aussi de façon assez sensible, puisqu'on en a 6 000 de moins et qu'on passe en dessous de la moitié. Et le nombre de communes écrêtées, effectivement, est réduit, lui, d'à peu près un quart, mais surtout, le nombre de communes qui sont plafonnées augmente de façon assez importante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on demande à moins de gens, pour avoir la même somme, il faut demander davantage à chacun. À l'inverse, plus on demande d'argent, plus on demande à beaucoup de gens, moins on peut demander à chacun. D'où, vous le savez, le fameux dicton en forme humoristique qui fait dire qu'il vaut mieux taxer les pauvres que les riches parce que les pauvres sont plus nombreux et qu'accessoirement, par voie de conséquence, comme ils sont plus nombreux, on peut leur demander un petit peu moins à chacun. Alors, ces impacts sont non négligeables. Sur les communes des Pyrénées-Atlantiques, vous les voyez sur ce graphique, vous avez au-dessus du zéro, qui est la première ligne en partant d'en haut, évidemment en dessous du sommet du graphique. Vous avez toutes les communes qui vont être avantagées parce qu'elles se situent entre 0,75 et 0,85 fois la moyenne et donc qui vont voir en fait leur dotation forfaitaire augmenter d'à peu près 1 € par habitant, puisque en réalité, elles ne contribueront plus à l'écrêtement. Et vous avez en dessous de cette horizontale qui se dessine quand même assez clairement, toutes les communes qui au contraire vont être défavorisées parce que restant au-dessus du seuil, on va leur demander davantage. Donc une répartition finalement très très diverse et qui effectivement impacte vos communes ou pas, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour autant, ce changement de système n'enlève rien à une vraie difficulté qui est celle de, j'allais dire, l'assèchement progressif du puits dans lequel on va puiser l'alimentation de la DGF. Et vous le voyez ici illustré sous un tableau qui reprend en fait les simulations réalisées sur 5 années successives à partir de 2022. Vous voyez que le nombre de communes écrêtées diminue tous les ans. Il passerait de 15 500 à 13 300.
Le montant moyen demandé augmenterait par voie de conséquence, passant de 3,80 € à 4,19 €, avec une caractéristique très forte, c'est la suppression de la contribution de la ville de Paris, non pas parce que Paris deviendrait pauvre, mais parce que la dotation forfaitaire de Paris va tomber à zéro et que, comme je vous l'ai dit, en dessous de zéro, on ne voit pas très bien sur quoi on pourrait tirer. Ce qui veut dire que comme on demandera de plus en plus à de moins en moins, le nombre de communes plafonnées va augmenter, que ce soit au titre des recettes ou que ce soit au titre de la dotation elle-même. On arriverait donc en 2026 à 3400 communes plafonnées sur leur dotation forfaitaire, ce qui veut dire en réalité qu'elles tombent à zéro, hein. Autrement dit, qu'on aurait en 2026 potentiellement plus de 10% des communes françaises qui auraient une dotation forfaitaire nulle. Et vous avez, in fine, c'est la dernière ligne, ce que j'appelle le coefficient d'ajustement, qui montre en fait combien paye une commune non plafonnée par rapport à ce qu'elle devrait payer normalement s'il n'y avait pas de plafond. Et vous voyez, on arrive quasiment à 3. Donc, ça veut dire qu'une commune qui n'est ni plafonnée, une commune écrêtée non plafonnée, paierait en fait 3 fois ce qu'on aurait dû lui demander normalement. Tout ceci pour illustrer le fait que, comme je le disais ou comme j'ai l'habitude de le dire de façon un petit peu simpliste, hein, le système craque en fait un peu de partout et qu'il va falloir à un moment donné faire quelque chose pour y remédier. Est-ce que ça annonce par voie de conséquence une refonte générale de la dotation globale de fonctionnement? Ça n'est pas complètement impossible, surtout dans la mesure où vous allez le voir, d'autres éléments permettent éventuellement de se dire que aujourd'hui la DGF ne tient plus. Vous savez qu'une réforme avait été votée en 2015 et qu'elle a été suspendue un an plus tard pour des raisons en partie conjoncturelles. Ce serait intéressant de remettre sur le métier l'ouvrage en fait de la DGF. C'est ce que le comité des finances locales a commencé à faire en 2020, pour l'instant sans aboutir à des conclusions définitives. Mais il est clair que 2022 devrait être une année où ce chantier sera clairement actif, en espérant peut-être que pour la loi de finances 2023, on en voit les contours et peut-être les premières mesures concrètes. Une fois qu'on a trouvé de quoi alimenter la péréquation, on va regarder un petit peu comment concrètement cette péréquation va évoluer. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est prévu que la dotation de solidarité urbaine augmente de 95 millions. Il est prévu que la dotation de solidarité rurale augmente de 95 millions aussi, donc avec des pourcentages qui sont loin d'être négligeables. C'est presque 4% pour la DSU, c'est presque 6% pour la DSR. Il n'y a que la dotation nationale de péréquation qui ne bouge pas parce que pour des tas de raisons diverses, ça fait très longtemps qu'elle ne bouge pas. Beaucoup considèrent que ça n'est pas une très très bonne dotation. On peut le discuter, mais en tout cas, c'est clair qu'elle a un certain nombre de défauts. Sur les EPCI, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dotation d'intercommunalité augmentera de 30 millions, même si seule une partie d'entre elles a une vocation péréquatrice. Mais en tout cas, toute la dotation d'intercommunalité a plutôt une vocation intégratrice et donc elle va dans le sens de la démarche, des démarches de l'État faites pour pousser à l'intercommunalité. Et puis, j'ai laissé les départements pour montrer simplement qu'on est toujours dans les mêmes tendances. Ce qui est certain en revanche, et je pense que là, il ne faut pas s'y tromper, c'est vous comprenez, à partir du moment où la péréquation de la DGF est alimentée par la DGF, on a plus ce que l'État a coutume d'appeler encore une péréquation verticale. Elle serait verticale s'il y mettait de l'argent, il n'y met plus un sou. C'est donc uniquement une redistribution entre communes et interco. C'est clairement de la péréquation horizontale. En pratique, derrière ces pourcentages apparents, il y a quand même un phénomène qui vient perturber un petit peu la lecture, c'est le rattrapage effectué depuis 3 ans en faveur des communes d'outre-mer. Pourquoi un tel rattrapage? Parce que vous vous souvenez peut-être que dans les années 2010, à la fin même des années 2000, on a créé pour les communes métropolitaines 2 dotations cibles, la dotation de solidarité rurale, la fraction cible de la DSR,
et en même temps la dotation, la DSU cible, qui bénéficiait de façon prioritaire à une partie des communes bénéficiaires. Donc pour la DSU cible, c'était les 250 communes les moins favorisées parmi les communes de plus de 10 000 habitants. Et pour la DSR cible, c'est toujours les 10 000 communes rurales considérées comme les moins favorisées. Mais les communes d'outre-mer n'ont pas bénéficié de cet avantage parce qu'en outre-mer, les 3 dotations que j'évoque ne sont pas distribuées. Il y a une quote-part qui est distribuée sous une autre forme, mais c'est une forme qui n'avait pas du tout, ou quasiment pas en tout cas, de valeur péréquatrice. Et donc les communes d'outre-mer ont eu beau jeu de faire valoir, et notamment pendant la période de baisse de la DGF, qu'elles étaient défavorisées par les systèmes mis en place en métropole. À titre d'exemple, vous savez peut-être qu'une commune de la Réunion a protesté contre le fait que les indemnités de fonction des élus pouvaient être majorées dans les communes qui bénéficiaient de la DSU. Et elles ont fait valoir, la commune en question a fait valoir que comme elle n'avait pas de DSU, eh ben, elle ne pouvait pas mettre en place le dispositif alors que ces élus n'étaient pas moins méritants que des élus métropolitains. Et le Conseil constitutionnel leur a effectivement donné raison. Donc il y avait un vrai problème d'équité, si vous voulez. Et ce qui se passe depuis 2020, c'est que l'État a fait voter donc un dispositif qui augmente tous les ans la part de la péréquation versée à l'outre-mer, et notamment versée aux communes des 5 départements d'outre-mer, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte. Et comme cette part augmente par définition d'une année sur l'autre, la part relative des enveloppes métropolitaines diminue, ou en tout cas, elle augmente moins vite. C'est pourquoi vous voyez que la DSU, par exemple, ne va pas augmenter de 3,85%, comme je vous le disais tout à l'heure, mais simplement de 3,47%, parce qu'une petite partie supplémentaire de la DSU va être en fait distribuée outre-mer. C'est la même chose pour la DSR, et c'est la même chose pour la DNP, qui, elle, baisse en fait de 0,36%. Alors, ça, c'est un premier point, mais c'est quand même un point qui vous permet d'anticiper un petit peu, bien sûr, ce que sera l'évolution de vos dotations, notamment si vous êtes bénéficiaire de la DSU, parce que quand on est bénéficiaire de la DSU, en fait, le seul risque réel, c'est qu'on en sorte. Et pour ça, il vous suffit de regarder un petit peu à quel niveau de classement vous êtes par rapport à l'ensemble des communes bénéficiaires de la DSU, donc les communes de plus de 10 000 habitants et éventuellement aussi les communes de plus de 5 000 habitants. Sur la DSR, la question est un petit peu plus compliquée parce que sur la DSR, en fait, nous avons 3 fractions. Une fraction historique qui est la fraction bourg-centre, qui profite aux chefs-lieux de canton ou aux anciens chefs-lieux de canton, mais aussi aux communes relativement peuplées à l'intérieur de leur canton. Une fraction péréquation qui est la deuxième fraction historique et qui profite quasiment à 33 000 communes françaises. Et puis une troisième fraction qui est donc cette fameuse fraction dont je parlais à l'instant, qui est la fraction cible et qui bénéficie, elle, aux 10 000 communes considérées comme les moins favorisées. Classiquement, le comité des finances locales fait porter l'augmentation globale de l'enveloppe sur la première fraction, la fraction bourg-centre, et sur la troisième, la dotation cible, au détriment de la fraction péréquation. Et nous avons imaginé donc ce que donnerait une reconduction de ce dispositif, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Ça donnerait 6% d'augmentation sur la dotation bourg-centre, 9% d'augmentation sur la fraction cible et 1% sur la fraction péréquation. Alors évidemment, il s'agit des moyennes. Chacun peut éventuellement gagner un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est aussi des éléments qui vous permettent, le cas échéant, d'anticiper un peu ce que sera le montant de votre DGF 2022. Étant rappelé que si l'on regarde les statistiques 2021, vous voyez quand même la très grande disparité des situations et le fait que, par exemple, la majeure partie des communes des Pyrénées-Atlantiques voient en fait une diminution de leur DGF d'une année sur l'autre, pour des raisons qui vous sont expliquées dans le tableau qui est en dessous. Le fait que, par exemple, sur la dotation forfaitaire, vous avez quasiment 80% des communes qui subissent une baisse.
et une baisse moyenne de l'ordre de 2,68 € que ne compense pas en général l'augmentation, par exemple, de dotations de solidarité rurale qu'elles enregistrent par ailleurs. En imaginant, tout cela est évidemment très très simplifié, que les 430 communes qui bénéficient d'une hausse de la dotation de solidarité rurale soient toutes à la moyenne, ben vous voyez que parmi elles, il y a celles qui baissent sur leur dotation forfaitaire. Et si vous faites le pendant entre les moins de 68 et les plus de 19, vous voyez bien qu'en pratique, la majeure partie des communes des Pyrénées-Atlantiques sont en fait défavorisées par le système actuel. Ça tient à la réalité des territoires et ça tient principalement à la réalité de la valeur du potentiel fiscal. C'est en ce sens que la réforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le passage de 0,75 à 0,75 fois la moyenne, peut être un élément avantageux pour une partie, une bonne partie même peut-être, des communes des Pyrénées-Atlantiques. Et puis vous voyez ici donc la traduction cartographique de ces éléments. Vous avez sur la carte en haut à gauche le montant en euros par habitant de la DGF et vous avez en rose en fait les quelques communes qui ont ce que nous appelons une DGF négative, c'est-à-dire qui ont en fait une dotation forfaitaire nulle, mais qui par ailleurs se voient prélever sur leur fiscalité depuis la baisse, depuis la contribution au redressement des finances publiques. Et vous avez sur la droite l'illustration du graphique en histogramme que je vous montrais précédemment, en rouge, rose, toutes les communes qui ont vu leur DGF baisser entre 2020 et 2021, c'est, vous le voyez, la majorité des communes des Pyrénées-Atlantiques, et c'est lié essentiellement, effectivement, à l'importance du potentiel fiscal, ce que je vous explique, hein, notamment, vous le voyez, en partie sur le littoral atlantique ou en partie aussi sur les stations, puisque là, par définition, le potentiel fiscal est relativement plus important, mais on peut aussi retrouver un petit peu cette dominante-là autour des territoires fortement ou un peu plus urbanisés, ou en tout cas industrialisés des Pyrénées-Atlantiques. Deuxième élément significatif de la loi de finances pour 2022, c'est l'extension de la dotation pour la protection de la biodiversité, dont le nom, vous le voyez, a été allongé pour le rendre encore un peu plus compliqué, qui a été créée, elle, en 2019. Elle a été créée en 2019, vous vous en souvenez peut-être, pour compenser les contraintes que subissait une partie des communes dont le territoire est partiellement en zone Natura 2000. Contrainte parce qu'effectivement, être classé en zone Natura 2000, c'est d'abord des limitations en matière d'aménagement et ce sont des contraintes en matière de protection. Donc, cette dotation de biodiversité avait pour vocation initiale cette fameuse protection des communes en zone Natura 2000 à hauteur de 5 millions d'euros à l'époque. Et puis, en 2020, on a vu arriver une composante complémentaire pour les parcs nationaux. Pour les parcs nationaux et pour les parcs naturels marins, ce qui était d'un certain point de vue assez surprenant parce que historiquement dans la DGF, les communes qui appartenaient à un parc national ou à un parc naturel marin avaient un supplément de dotation et que ce supplément de dotation reste quelque part dans la mémoire de la DGF actuelle, mais il est vrai qu'avec la baisse subie entre 2014 et 2017, cette mémoire s'est quand même assez fortement effacée. Et donc on avait rétabli en 2020 une dotation spécifique pour les parcs nationaux et les parcs naturels marins, avec d'ailleurs la prise en compte de ce que je viens de dire à l'instant, puisque les communes du dernier parc national, qui est le parc national de Forêt dans la Marne et dans l'Aube et la Haute-Marne, ou l'Aube et la Marne, je ne sais plus très bien, enfin bon, n'avaient pas évidemment bénéficié de cette fameuse part historique de la DGF. Donc pour elles, en fait, le montant est temporairement en tout cas multiplié par 3. Et puis, ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est d'étendre en 2022 le bénéfice de la dotation zone Natura 2000 à toutes les communes dont le périmètre était au moins à hauteur de 60% compris couvert par une zone Natura 2000, mais aussi de créer une composante pour les communes en parc naturel régional.
Et finalement, vous voyez, ce qui est sorti de la loi de finances, c'est un effort supplémentaire pour les communes en zone Natura 2000 pour rendre éligible, en fait, non pas les communes dont 60% du territoire est classé, mais 50% au moins du territoire est classé. Alors, ça va se traduire par des effets que je vais vous montrer, hein, sous quelques conditions qui ont elles aussi évolué. D'abord, le fait qu'au lieu de prendre en compte le potentiel fiscal, parce qu'après tout, il est assez logique que les communes les plus riches ne touchent rien, et donc le potentiel fiscal était un seuil au-delà duquel ou au-delà de la moyenne duquel on ne bénéficiait pas des dotations. On substitue au potentiel fiscal le potentiel financier, ce qui a le mérite, dans certains cas, de faire rentrer, au moins d'ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques, une commune dans le dispositif, alors qu'elle en était privée jusque-là. Deuxième élément significatif aussi, notamment pour les plus petites communes, c'est l'attribution d'un montant minimal de 1 000 euros. Et quand je dis que c'est bénéficiaire pour les plus petites communes, c'est effectivement sensiblement bénéficiaire, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, les dispositions actuelles donc, vous concernent pour, en fait, deux des dispositions. La première, qui est donc le classement en zone Natura 2000, qui est donc la part historique de la dotation, où vous voyez les règles qui vous sont rappelées sous les yeux. Commune de moins de 10 000 habitants, 50% du territoire classé, un potentiel financier inférieur au double de la moyenne, et des attributions qui sont proportionnelles à la population, mais aussi au pourcentage de la superficie qui est protégée. La deuxième composante qui vous intéresse, c'est le parc national, évidemment le parc national des Pyrénées, dans lequel les règles sont un peu différentes, toujours moins de 10 000 habitants, toujours un potentiel financier inférieur au double de la moyenne, toujours une attribution pondérée par le pourcentage de la superficie située dans le parc national, mais une exigence spécifique qui est maintenue, c'est l'adhésion à la charte du parc, qui ne pose pas véritablement de problème dans les Pyrénées, mais qui en pose en revanche dans un des parcs alpins, où les exigences de la charte avaient un temps paru excessives à certaines communes qui ont donc refusé en fait de signer la charte et qui, à ce titre, ne bénéficient pas du dispositif. Bon, parc naturel marin, il n'y en a pas au large des Pyrénées-Atlantiques. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, le golfe de Gascogne n'est pas classé comme parc naturel marin. Et des parcs naturels régionaux, à ma connaissance, il n'y en a pas non plus. Peut-être avez-vous des projets, et ça m'intéressera toujours de le savoir, ce qui veut dire que, évidemment, les aspects spécifiques de la dotation PNR ne vous concernent pas. Et vous voyez pourtant que pour des toutes petites communes, ils sont assez intéressants, puisque on voit bien que dans certains cas, ça aboutit, notamment pour des communes à potentiel financier de toute nature, à multiplier, à augmenter le montant par habitant, jusqu'à parfois des montants de 60 euros par habitant. Alors, je vous le rappelle, 60 euros par habitant, quand vous regardez le montant de la DGF, c'est loin, loin, loin d'être négligeable pour une petite, voire toute petite commune. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ça pourrait nous donner ça en 2022. On avait 29 communes qui étaient bénéficiaires du dispositif Natura 2000 en 2021. On en aurait 52 en 2022, pour un montant moyen de 8 euros par habitant. Et vous voyez 4 des 52 communes qui seraient bénéficiaires de l'enveloppe minimale de 1 000 euros, ce qui veut dire effectivement que dans ces cas-là, elles ont un montant par habitant qui est largement supérieur à 8 euros. Parc national des Pyrénées, une commune qui serait concernée en Pyrénées-Atlantiques, tout simplement parce que, toute chose égale par ailleurs, c'est l'effet potentiel financier, c'est l'effet potentiel financier ou prise en compte du potentiel financier plutôt que potentiel fiscal qui lui est favorable, pour un montant de l'ordre de 7,25 €, d'après toujours nos simulations. Et au total, ça nous ferait 52 communes. Vous allez me dire, mais comment ça peut faire 52 puisqu'il y en a 52 plus une? Vous avez évidemment compris que c'est parce que la commune qui est dans le parc national des Pyrénées est également classée en zone Natura 2000. Assez fréquemment, d'ailleurs, on retrouve cette situation. Elle touchera donc potentiellement les deux dotations à hauteur donc, du montant
par habitant qui sera respectivement l'un et l'autre. Et ça, d'après les calculs que j'ai faits, mais j'ai plus le montant en tête, ça devrait lui faire à peu près 14 € par habitant en pratique. Voilà ce qu'il en est pour la dotation biodiversité. Quelques mesures complémentaires. Pour les communes nouvelles, je ne sais pas si vous avez encore des projets en matière de communes nouvelles, mais sachez que si jamais ils s'en concrétisent, la dotation d'amorçage qui a été créée l'année dernière va être portée à 10 € au lieu de 6, pardon, pour les communes qui ne rassembleraient que des communes de moins de 3 500 habitants, ceci de façon à favoriser les regroupements de petites communes. Et puis la reconduction pour 1 an de la clause de sauvegarde portant sur les régies des services publics administratifs et des services publics industriels ou commerciaux qui ont vu chuter éventuellement leur épargne brute dans des proportions très importantes à cause de la fermeture des services ou à cause éventuellement, notamment en 2021, de la réduction forte de la fraction de la fréquentation de ces services-là. Je répète, à partir du moment où les régies sont identifiées en tant que telles budgétairement, c'est un dispositif dont en Pyrénées-Atlantiques, une partie d'entre vous avait sans doute bénéficié. Et donc, on a une reconduction de cette clause, même si la compensation est un petit peu moins importante sera un petit peu moins importante calculée en 2022, parce que, évidemment, 2021 n'est pas tout à fait la même année que 2020, et notamment la réouverture des services, la fin en fait d'un confinement aussi draconien que celui du printemps 2020 justifie cette différence de traitement. Il est 19 h, il nous reste une demi-heure ensemble pour aborder donc la grande question de l'adaptation des indicateurs, en fait, que je vais essayer là aussi d'expliquer aussi bien que possible. Et là encore, je le répète, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Alors, on va d'abord regarder ce qui est déjà prévu. Je vais passer très vite. Parce que ça a déjà été évoqué l'année dernière. Il est clair qu'à partir du moment où on supprime la taxe d'habitation sur les résidences secondaires principales, ça modifie complètement la logique du potentiel fiscal communal. D'abord parce que le potentiel foncier bâti double de poids, vous récupérez l'impôt départemental ancien. Ensuite parce que le potentiel taxe d'habitation réduit de poids, il n'y a plus que les résidences secondaires qui comptent, même si dans certaines communes des Pyrénées-Atlantiques, le nombre des résidences secondaires est important. Ensuite, parce que les bases industrielles ont été, vous le savez, réduites de moitié et que l'État vous verse une compensation qu'il s'agit donc évidemment d'intégrer au calcul. Et enfin, parce que quand vous êtes en fiscalité professionnelle unique, on vous attribue en tant que commune une partie de la richesse de votre intercommunalité, que dans cette partie de richesse, il y avait de la taxe d'habitation, qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, mais qu'il y a à la place de la TVA, et donc il faut prendre en compte cette fraction de TVA versée aux EPCI. Ça donne schématiquement les bouleversements suivants. Le poids du foncier bâti en vert double, le poids de la taxe d'habitation en jaune diminue d'à peu près 90%, et on voit apparaître la TVA en violet ou en bleu dans le cas de la ville de Paris. Donc, ça, c'est l'évolution nationale. En fonction de la situation qui est la vôtre, vous allez être plus ou moins proche de l'évolution nationale. Par exemple, si vous avez gardé beaucoup de résidences secondaires, le poids relatif de vos bases de taxe d'habitation va être plus important que la moyenne. Si vous avez, par exemple, très peu de foncier bâti, l'évolution de votre potentiel fiscal va être moins marquée que la moyenne. Et comme vous le savez, c'est toujours la comparaison à la moyenne qui compte. Donc, toutes choses qui vont se constater petit à petit. La loi de finances pour 2022 prévoit des éléments complémentaires. Elle prévoit d'abord des adaptations locales sur lesquelles je ne m'étends pas, qui sont le premier et le troisième grand paragraphe, qui sont des points de détail nécessaires, mais finalement qu'il n'est pas très utile de commenter. Mais elle prévoit surtout 5 grandes adaptations qui sont l'adjonction de 5 types de ressources supplémentaires perçues par les communes. La majoration résidence secondaire perçue dans les communes en zone tendue qui l'ont instituée. Vous savez que dans ces communes,
le conseil municipal peut décider de majorer l'imposition sur les résidences secondaires, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de 5 à 60%. Ce qui est une façon évidemment habile de contourner la règle de lien, puisque la règle de lien qui s'appliquera à partir de l'année prochaine lie le taux de taxe d'habitation au taux du foncier bâti. Si vous ne voulez pas augmenter le taux de foncier bâti, vous ne pouvez pas augmenter le taux de THRS, mais vous pouvez en revanche mettre la majoration et voire la porter à son maximum si ça n'est pas le cas. Deuxième ressource complémentaire, c'est l'imposition forfaitaire sur les pylônes, perçue par toutes les communes où se situe un pylône destiné à supporter le transport de l'énergie électrique à haute et moyenne tension. L'imposition supplémentaire, donc la taxe de stockage qui concerne des communes aujourd'hui de l'Aube et de la Haute-Marne qui abritent des déchets nucléaires de longue vie. La taxe sur la publicité extérieure que vous avez éventuellement instituée dans vos communes. Et puis, dernière cerise sur le gâteau, mais pas la moindre, la taxe additionnelle au droit de mutation qui est perçue dans les communes de plus de 5000 habitants ou dans les communes classées stations de tourisme et qui est perçue également par toutes les autres, mais par l'intermédiaire d'un fonds départemental. Donc, le conseil départemental donc des Pyrénées-Atlantiques détermine les modalités de répartition. Alors, ces ressources, en fait, c'est pas tant que ça. Dans le total, c'est à peu près, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur de calcul, il faudra que je vérifie quand même. C'est à peu près un 3 et 3, 4, 3, 4, 7, à peu près 5 milliards d'euros, c'est pour ça que je pense qu'il y a une petite erreur de calcul, à peu près 5 milliards d'euros, et ces 5 milliards d'euros, c'est très peu par rapport aux 78 milliards que représente aujourd'hui le potentiel financier des communes métropolitaines. Mais si l'on regarde le détail, et vous voyez en fonction de la nature des ressources en question, l'essentiel, ce sont les deux dernières lignes, les droits de mutation à titre onéreux. Ensuite, vous avez la majoration résidence secondaire. Ensuite, vous avez les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure. Et enfin, pour une part totalement négligeable, vous avez la taxe de stockage. Mais ce qui est beaucoup plus significatif, c'est que si globalement, ce n'est pas très important, localement, ça peut être très important. Vous voyez, sur les communes des Pyrénées-Atlantiques, en fait, par rapport au potentiel financier 2021 en abscisse, si vous prenez les points en ordonnée qui vous montrent ce qu'aurait été le potentiel financier avec les ressources supplémentaires, on n'a globalement pas beaucoup de changements parce que vous avez énormément de communes des Pyrénées-Atlantiques dans lesquelles ces 5 fameuses ressources ne sont pas du tout importantes, mais vous en avez, ou en tout cas ne sont pas plus importantes que pour la moitié, la moyenne des communes françaises, mais en revanche, vous en avez quelques-unes, et bien évidemment, ça concerne surtout les communes du littoral ou les communes des stations de montagne, où là, le nombre de transactions immobilières, par exemple, est souvent relativement plus élevé parce que vous avez des transactions sur les résidences secondaires. Donc, vous avez un phénomène qui est à prendre en compte, c'est que la localisation des communes va les rendre très, très différemment dépendantes, très, très différemment sensibles plutôt, à cette introduction de ressources complémentaires. C'est d'autant plus curieux qu'on peut quand même légitimement se poser la question du bien fondé de cette évolution. D'abord parce que vous avez, et notamment je sais pour en avoir parlé avec quelques-uns des acteurs locaux de la communauté d'agglomération du Pays Basque, par exemple, la majoration résidence secondaire, elle a un rôle, c'est de remettre du dynamisme dans le marché immobilier en poussant, ou en tout cas en incitant peut-être, les propriétaires qui utilisent rarement leur résidence secondaire ou qui n'en font pas un usage tout à fait optimal, à les remettre sur le marché. Et donc, c'est une politique finalement de maîtrise de la pression foncière, de maîtrise de l'évolution des prix. Pourquoi, si on leur offre la possibilité de mener ces politiques publiques, devrait-on ensuite les pénaliser parce qu'elles le font?
Même chose pour la taxe locale sur la publicité extérieure, qui avait une vocation aussi, qui était la lutte contre les nuisances visuelles, notamment, vous le savez, sur ce que sont parfois les horribles entrées de ville qui sont truffées de panneaux publicitaires sur une longueur considérable. La TLPE a eu le mérite d'avoir un rôle dissuasif par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on voudrait maintenant remettre en cause la réussite de cette politique? Et puis, s'agissant des DMTO, je vous disais tout à l'heure qu'une partie d'entre eux était perçue par l'intermédiaire d'un fonds qui s'appelle de péréquation. C'est un petit peu paradoxal de considérer que des recettes qui sont censées être péréquatrices renchérissent en fait ou renforcent la richesse des bénéficiaires au point du coup de les faire moins bénéficier des dotations péréquatrices de l'État. Bref, un certain nombre d'interrogations qui me font penser, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le chantier de la DGF, que peut-être la réforme qui a été votée est moins une réforme destinée à être réellement mise en œuvre qu'une réforme d'appel un petit peu pour que le chantier soit véritablement enfin posé et qu'en sollicitant finalement les interrogations des élus locaux, eh bien les élus locaux s'emparent véritablement du dossier et proposent une évolution du système. C'est d'autant plus vrai que vous le voyez, les communes qui seraient potentiellement les plus concernées par une évolution, ici la population DGF en abscisse et l'évolution du potentiel financier en ordonnée, eh bien, plus les communes sont petites, plus c'est sensible. Ça veut dire que vous avez des communes de moins de 100 habitants qui verraient doubler leur potentiel financier. En France, vous en avez même qui le verraient quadrupler en pratique. Et bien évidemment, doubler un potentiel financier, ça veut dire potentiellement soit perdre le bénéfice des dotations, mais en tout état de cause, les voir fortement réduites. Donc, évidemment, une question qui se pose pour beaucoup de communes. Alors, vous voyez en revanche sur la droite aussi le caractère de certaines communes relativement peuplées du littoral atlantique. Évidemment, ce sont celles qui ont un niveau de transaction immobilière relativement élevé. Je ne les cite pas, ne serait-ce que parce que je ne les ai pas en tête, mais vous les connaissez mieux que moi. Sur les ensembles intercommunaux, ceux qui servent donc dans le calcul, dans la répartition du FPIC, nous avons des systèmes qui sont à peu près semblables. Nous avons d'une part la prise en compte de la suppression de la THRP et donc la substitution du foncier bâti départemental, donc recalcul en fait du potentiel fiscal agrégé par rapport à la réforme intervenue voici 2 ans. Et donc tout cela a été déjà voté. Je n'y reviens pas, sauf si vous me le demandez tout à l'heure. Mais évidemment, comme le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal, c'est a priori identique à la somme des potentiels fiscaux communaux, eh bien, on va y intégrer aussi les 5 ressources complémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, résidence secondaire, imposition forfaitaire sur les pylônes, installation, taxe de stockage, sauf la taxe versée aux EPCI, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, taxe locale sur la publicité extérieure, et puis, donc, les droits de mutation à titre onéreux, bref, de façon à avoir une cohérence d'ensemble dans le calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier agrégé. Rassurez-vous, ça n'est pas pour 2022, ça ne commencera qu'en 2023, puisqu'en 2022, ce qui est prévu, c'est qu'un décret pris par le gouvernement en Conseil d'État, qui est en cours d'élaboration, qui sera soumis avant, de toute façon, sa transmission au comité des finances locales, puisque c'est la responsabilité du comité des finances locales d'examiner les projets de décret portant sur ce genre de questions. Ce décret déterminera comment on calcule ce que la loi appelle une fraction de correction. Fraction de correction qui en fait va essayer d'évaluer comment le passage de l'ancienne formule à la nouvelle se traduit commune par commune et ensemble intercommunal par ensemble intercommunal. En d'autres termes, si l'on n'avait rien changé, voilà ce qu'on aurait. Comme on a changé 3 choses, voilà ce qu'on a. Et la différence sera intégrée très progressivement. Et quand je dis qu'elle sera intégrée, c'est parce que la fraction de correction qui va donc être prise en compte intégralement en 2022 sera, elle, prise en compte de façon dégressive à partir de 2023.
Tout cela pour dire que le nouveau système tel que je viens de vous le présenter pour les potentiels fiscal et fiscal agrégé ne devrait être en vigueur intégralement qu'en 2028. Ça laisse beaucoup de temps pour réviser ce qui existe aujourd'hui, pour réviser ce que les textes sont désormais et pour les compléter le cas échéant, les adapter, revenir en arrière au regard de la réflexion collective que mène de son côté le comité des finances locales, mais que je pense toutes les associations départementales d'élus pourraient mener de leur côté. Troisième réforme significative, c'est la refonte de l'effort fiscal dans les mêmes conditions de progressivité que pour le potentiel, donc pas avant 2028 de façon intégrale et de toute façon pas en 2022. Mais vous le voyez, là, on a affaire à une réforme qui est presque encore plus importante que celle du potentiel fiscal, parce qu'elle revient à ne prendre en compte dans le calcul de l'effort fiscal des communes qui, vous le savez, sert pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale, et pour le calcul et pour l'éligibilité à la dotation nationale de péréquation, eh bien, l'effort fiscal aujourd'hui, ce sont les impôts perçus dans les communes, c'est-à-dire par les communes, mais aussi par leur EPCI, aussi par leurs syndicats, et aussi par les syndicats en charge de la gestion des déchets lorsqu'ils ont, par exemple, le bénéfice de la TEOM, la taxe d'enlèvement, ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Sans parler de ce qui est, pour 400 millions, ce n'est pas très important, mais quand même, la fiscalité non perçue, mais non perçue parce que ce sont des exonérations de plein droit sur certains types de bâtiments de l'État. Ceci avait un sens, c'est qu'en fait, on examinait par voie de conséquence l'effort qui était déjà fourni sur un territoire, et donc on pouvait considérer que ça représentait la prise en compte de la réalité du service et des équipements publics. Plus l'effort fiscal était important, plus le service public était important, plus la commune pouvait bénéficier finalement d'une aide de l'État. On a, avec la réforme introduite en 2022, un bouleversement complet de la logique. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué le Conseil constitutionnel dans sa décision de la fin décembre, en disant, moi, ce que je regarde, c'est la marge de manœuvre qui reste aux communes. Si elles ont des marges de manœuvre fiscales, il n'y a pas besoin de les aider beaucoup. En revanche, plus elles ont consommé leur marge de manœuvre, là, il faut effectivement venir en appui. Et donc, vous comprenez que par rapport à ça, le fait, comme le prévoit la loi de finances pour 2022, de ne compter dans l'effort fiscal que les impôts des communes, à l'exclusion de la TOM et de la ROM, à l'exclusion des impôts des EPCI, à l'exclusion des contributions fiscalisées des syndicats, eh bien tout ça aboutit à modifier complètement le sens de l'effort fiscal, et ça aboutit surtout à des effets qui sont extraordinairement importants. Tout à l'heure, je vous ai montré que pour 4 milliards sur 78, c'est-à-dire à peu près 5%, on avait quand même des effets locaux importants. Si vous regardez ce que ça donne sur les montants de l'effort fiscal des communes métropolitaines, vous voyez que ce qu'on enlève, en fait, c'est les impôts ménages des EPCI, c'est l'ATOM, c'est la ROM, tout ça, ça représente un tiers du total. Donc, en fait, on réduirait l'effort fiscal à 2/3 de sa valeur. Vous avez vu les effets locaux quand on réduisait, quand on augmentait de 5%. Vous imaginez ce que vont donner les effets locaux quand on réduit d'1/3. Ça donne des effets absolument monstrueux. En abscisse, l'effort fiscal tel qu'il existe aujourd'hui. En ordonnée, l'effort fiscal tel qu'elle existerait en 2028, toutes choses égales par ailleurs. Et vous avez donc quelques communes qui le verraient augmenter, c'est celles qui sont sur le haut de cette sorte de soucoupe volante en quelque sorte, et vous avez une multitude de communes qui le verraient diminuer, et parfois diminuer très très fortement, jusqu'à le ramener à 0, 0,2, 0,5, 0,10, alors que ce sont des communes, si vous prenez la petite commune qui est tout en bas à droite, qui a aujourd'hui un effort fiscal de 1,9. Imaginez la position du maire quand on va lui dire qu'un effort fiscal de 1,9, même s'il est plafonné,
dans la prise en compte des dotations devient un effort fiscal de 0,03. Mais comment c'est possible? C'est possible tout simplement parce qu'en fait, c'est son EPCI ou son syndicat des déchets ménagers qui prélève l'impôt parce que ce sont eux qui gèrent le service public sur son territoire. Mais à lui, on dira, vous ne faites pas d'efforts, donc on ne vous aide pas. Ce qui évidemment pose de véritables problèmes en termes de capacité d'action locale. Alors, c'est moins prononcé dans les Pyrénées-Atlantiques pour des raisons diverses, mais c'est moins prononcé notamment parce que le poids relatif de l'impôt, notamment intercommunal, est sans doute relativement moins important. Vous voyez qu'effectivement, sur l'ensemble des EPCI français, on a des disparités très, très importantes entre les communautés de communes, notamment, où la pression fiscale, où le poids de l'impôt est très important. Ce sont celles qui sont les plus intégrées, c'est celles qu'on a toujours encouragées. Mais en même temps, dans ces territoires qu'on a toujours encouragés, on commence à venir dire aux communes, vous, en revanche, vous n'aurez plus rien, ou en tout cas, vous aurez beaucoup moins qu'avant au niveau de vos dotations de péréquation. Donc, on peut se demander finalement si tout ça est assez pertinent. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu critique ce soir, mais moi, j'aime bien, si vous voulez, poser un petit peu les choses sur la table et finalement rentrer dans une logique de discussion, parce qu'il y a des solutions. Vous comprenez bien, plus l'impôt communal est important, plus demain l'effort fiscal sera important. Donc, peut-être allez-vous réfléchir à rapatrier de l'impôt extérieur. Par exemple, on peut se demander si ça n'est pas la mort de l'atome, parce qu'à la limite, il suffirait à ce moment-là qu'on finance les déchets ménagers par des impôts classiques pour que les communes voient peut-être revenir une partie de leur contribution. Bon, bien sûr, vous allez m'objecter que non, ce n'est pas possible. La compétence déchets ménagers, elle est intercommunale, donc c'est l'EPCI qui pourrait décider. Oui, mais on peut tout à fait trouver un jeu entre le PCI et les communes, comme on peut trouver un jeu entre les syndicats et les communes, par exemple en disant plus de contributions fiscalisées. Alors, ça ne vous concerne pas en Pyrénées-Atlantiques parce qu'il n'y a pas de syndicat à contribution fiscalisée, mais par exemple au niveau intercommunal, il y a un moyen très simple d'augmenter la pression fiscale des communes en réduisant la pression fiscale intercommunale, c'est de diminuer les attributions de compensation. Si on diminue les attributions de compensation, l'interco aura moins de dépenses et donc elle pourra demander moins d'impôts. Et en même temps, les communes, pour financer l'augmentation des attributions de compensation, la diminution qu'on leur fait subir, augmenteront leurs impôts à elles. Bon, tout ça est en théorie, je parle de tactique, je parle de risque, je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se produire, mais j'insiste simplement sur le fait que peut-être certaines collectivités locales qui tentent de trouver des solutions imaginatives pourraient aller dans ce sens-là, avec le risque final, et c'est pour ça que je parle de risque, d'une concentration de la pression fiscale sur le foncier bâti, puisqu'aujourd'hui, c'est en fait le seul vrai impôt sur lequel les communes peuvent jouer. Voilà, je voulais, si vous voulez, vous présenter ce que j'estime véritablement être les éléments clés pour ce qui vous concerne de la loi de finances pour 2022. En un peu moins de 2 heures de temps, c'est une gageure. J'espère que ça ne vous a pas paru trop précipité ou trop dense. C'est sûrement un peu dense, mais je pense, Samia et Ingmar, qu'il nous reste un petit peu de temps là encore pour les questions, si jamais il y en a. Et en attendant qu'elles se formalisent, je vous renvoie pour des compléments d'information, si vous le souhaitez, à nos publications à la direction des études de la Banque Postale, publications qui sont, vous le savez, en ligne, en accès complètement ouvert, et notamment le DOB en instantané dont je parlais en introduction, qui peut peut-être vous aider à préparer votre propre rapport d'orientation budgétaire. Voilà,